Alors, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce matin, mais en réalité un peu stressée, parce que je ne suis pas une spécialiste en éthique de la recherche. Alors, j'ai une bonne expérience de la recherche auprès des Inuits du Nunavik en particulier. C'est pour ça que j'ai accepté de faire cette présentation, mais je vous avoue que j'ai l'impression de me présenter devant vous comme étant peut-être un petit peu une cible, dans le sens où je vais, en tout début de présentation, là, vous introduire à des notions un peu plus fondamentales de la recherche, de l'éthique de la recherche visant les peuples autochtones, mais en deuxième partie, je vais vous présenter une série d'illustrations à partir de mon expérience en recherche. Et comme je rebondirai sur les paroles de Michel Tremblay, dans le fond, moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche au milieu des années 90, juste quelques années après toi, Michel, l'éthique en recherche auprès des peuples autochtones, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et les façons de faire, les façons de réaliser, de mener les travaux de recherche étaient totalement différentes. Donc, ça a évolué beaucoup en cours de route. Et j'ai sélectionné des illustrations qui sont des bons coups, je dirais, de la façon de faire de la recherche auprès des Autochtones. Mais je ne vous cacherai pas qu'au tout début de ma carrière, dans le contexte de recherche dans lequel on s'inscrivait, on a peut-être eu parfois des pratiques qui ne seraient plus acceptables aujourd'hui. Donc, je me présente devant vous avec un peu cette crainte, en fait, mais je me dis que vous pourrez m'interpeller, discuter, on pourra discuter collectivement là, j'accueillerai vos commentaires pour encourager la discussion et la réflexion sur le sujet. Alors, c'est le plan de la présentation. Donc, en première partie, quelques éléments fondamentaux pour ensuite parler plus d'illustration ou mettre en pratique les éléments fondamentaux que je vous aurai présentés. Le cadre dans lequel s'inscrit la recherche visant les peuples autochtones a beaucoup évolué, en fait, depuis les années 90, depuis le milieu des années 90 essentiellement. Ça faisait depuis les années 60 que les peuples autochtones partout dans le monde commençaient, en fait, exigeaient que les chercheurs adoptent des pratiques de recherche respectueuses qui reposent sur une relation égalitaire entre les peuples autochtones et les chercheurs universitaires. Donc, ça a quand même pris une trentaine d'années avant d'exigences de la part des peuples autochtones, avant qu'on voit apparaître certaines transformations dans la pratique, dans les façons de faire en recherche. Et ce n'est qu'au milieu des années 90, alors que jusqu'à ce moment-là, la recherche avait plutôt une approche, en fait, les pratiques de recherche étaient plutôt de type colonial, que s'est établie une pratique plutôt collaborative de recherche avec les Autochtones. Donc, jusqu'au milieu des années 90, les Autochtones, les peuples autochtones étaient des sujets de recherche. Ils étaient des participants à nos recherches, mais depuis le milieu des années 90, ils sont devenus des collaborateurs et même des partenaires. Au Québec, d'ailleurs, au milieu des années 90, même jusqu'au milieu des années 2000, il n'était pas rare d'entendre les Autochtones nous raconter à nous, chercheurs, qu'ils apprenaient les conclusions des recherches auxquelles ils avaient participé, qu'ils étaient informés des conclusions de ces recherches par le biais des médias, via la télé, les annonces à la télé, via les magazines, via les journaux, parfois des émissions de radio. Donc, ils apprenaient quelles étaient les retombées, les conclusions des études auxquelles ils avaient participé de cette façon-là et ce qui posait problème et ce qui amenait différentes difficultés dans la recherche concrètement. C'est donc en réaction à cette approche coloniale de la recherche que plusieurs peuples autochtones ont commencé aussi à la fin des années 90, à développer des protocoles, des guides pour soutenir les façons de faire, pour changer les façons de faire de la recherche.
Dans ces guides ont été introduits deux éléments importants, déjà à ce moment-là. D'abord, premier élément, que les peuples autochtones doivent non seulement être consultés au moment de réaliser la recherche, mais qu'ils doivent être partie prenante en amont, bien avant de commencer à réaliser des travaux de recherche. Qu'ils doivent faire partie des discussions et même des prises de décision dès la conception des objectifs de la recherche. Ça, c'est un élément fondamental qui va venir teinter de façon considérable notre façon de faire la recherche avec les peuples autochtones. Le deuxième élément qui a été mis en évidence dans les lignes directrices qui ont été développées par les peuples autochtones et qui est extrêmement important, c'est que les peuples autochtones peuvent prendre des mesures pour contrôler, préserver et gérer les connaissances qui sont issues de la recherche, des connaissances qui proviennent de leur communauté et de leur participation. Et on verra un petit peu plus loin les principes qui sont en vigueur et qui leur permettent justement de gérer la recherche de cette façon-là. Un deuxième élément plus récent qui amène une... Est-ce que ça, c'est mon verre d'eau? Oui. Qui amène une modification importante dans la façon de conduire la recherche visant les Autochtones, c'est le fait qu'on assiste depuis peu de temps à l'arrivée d'une première génération de chercheurs universitaires issus des peuples autochtones. Alors évidemment, leur arrivée dans nos institutions et le fait qu'ils conduisent eux-mêmes des travaux de recherche auprès souvent des peuples, de leur peuple, amène une transformation des pratiques et pousse les chercheurs universitaires à faire un peu autrement. Alors, de nos jours, il existe quelques lignes directrices qui sont des incontournables lorsqu'on veut faire de la recherche auprès des peuples autochtones. Les principales lignes directrices sont, c'est l'énoncé de politique des trois conseils. Alors, les trois conseils, donc, ce sont le CRSNG, le CRSH et les IRSC. En 2014, a été publiée la deuxième version de cet énoncé politique des trois conseils qui, dans le fond, guide la recherche réalisée auprès des êtres humains. Dans cet énoncé politique des trois conseils, il y a un chapitre complet qui est réservé à la recherche visant les peuples autochtones dont il faut s'inspirer. Nos comités d'éthique et de la recherche institutionnelle suivent à la lettre les lignes directrices de l'EPTC2. Ça constitue, dans le fond, un peu comme le livre de chevet des chercheurs en santé, des chercheurs qui font de la recherche auprès des Autochtones. Le deuxième document, qui est un incontournable du chercheur qui désire réaliser ses travaux de recherche en milieu autochtone, c'est le protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui a été publié en 2005, qui a servi aussi d'assise à l'énoncé politique des trois conseils. Donc, je vous le recommande si vous faites de la recherche ou si vous anticipez faire de la recherche auprès des peuples autochtones. Et puis, plus récemment, plus près de chez nous, l'Institut nordique du Québec, dont l'université est membre, a créé un groupe de travail en 2016 composé de 7 personnes, dont 4 étaient des représentants des peuples autochtones du Québec. Et on retrouve sur le site web de l'INQ, l'Institut nordique du Québec, les lignes directrices qui ont été produites pour réaliser des travaux de recherche dans le Nord. Mais bien que ces lignes directrices soient destinées aux chercheurs nordiques, elles sont tout à fait appropriées pour tout chercheur qui souhaite faire de la recherche auprès des Autochtones dans d'autres régions géographiques que le Nord. Alors, ces lignes directrices dans ces guides qui sont extrêmement importants ont été rédigées à l'intention des chercheurs pour transformer leurs pratiques et principalement faire en sorte que, alors ça, ce sont nos documents qui sont les incontournables. Donc, ils ont été conçus pour faire en sorte que les projets de recherche reposent sur des relations fondées sur le respect, essentiellement. Donc, on parle de respect des bonnes pratiques dans la conduite
de la recherche, évidemment, mais aussi respect des traditions culturelles, des coutumes et des codes de pratique des communautés autochtones. Et ils ont été conçus pour soutenir le développement d'un dialogue entre les communautés autochtones et les chercheurs et l'établissement d'une collaboration entre les chercheurs et les participants, mais aussi entre les chercheurs et les communautés autochtones. On reconnaît d'ailleurs dans ces lignes directrices un élément fondamental qui est le fait de reconnaître le rôle de la communauté dans l'encadrement de la recherche. L'importance de l'intégration des connaissances traditionnelles des Autochtones et du respect de leurs coutumes dans les pratiques de recherche, dans le travail sur le terrain. Je vais revenir un petit peu plus loin avec des exemples pour illustrer à quoi ça peut bien ressembler. Et évidemment, ces guides de bonne pratique ou ces lignes directrices ne nous évitent pas de réaliser une bonne recherche qui est scientifiquement valide, donc avec des objectifs de recherche, des hypothèses qui sont non biaisées, qui sont objectifs, des méthodes de recherche qui sont rigoureuses, des outils qui sont précis, et donc d'adopter toute une méthodologie de recherche appropriée et de bien interpréter les résultats de la recherche. Alors, je veux juste souligner que ce n'est pas parce que ces lignes directrices existent et que les Autochtones, les peuples autochtones doivent être partie prenante de la définition des objectifs de recherche et de la définition des façons de faire la recherche sur le terrain qu'on est exempt de réaliser des travaux de recherche qui sont impeccables d'un point de vue scientifique. Mais la façon de réaliser ces travaux de recherche doit tenir compte des lignes directrices de ces guides. Ce qu'il y a de particulier dans la recherche auprès des Autochtones, c'est qu'elle peut être réalisée, les travaux de recherche peuvent être réalisés seulement à l'issue d'un long processus de collaboration. Je dirais même de partenariat, dépendamment des peuples autochtones avec lesquels on travaille. Donc, de collaboration, de partenariat entre les chercheurs universitaires et entre les communautés ou les représentants des communautés autochtones auxquelles on s'intéresse. Et ce qui veut dire que ce dialogue et cette collaboration doit s'instaurer bien avant la réalisation des travaux de recherche, mais aussi se maintenir jusqu'à la présentation des résultats aux populations, aux peuples visés. Présentation des résultats qui précède la présentation, en fait, la publication scientifique. Et ça, on pourra y revenir, mais pour un chercheur universitaire qui doit être productif, qui est évalué par les organismes subventionnaires en termes de nombre de publications par année, nombre de publications à titre de premier auteur dans les meilleures revues du domaine, bien, ça veut dire que l'obligation de rendre les résultats de la recherche aux communautés bien avant la publication scientifique, ça peut représenter un défi professionnel important, en particulier quand on est un jeune chercheur en début de carrière. Mais on pourra y revenir. Le guide des 3 conseils clarifie 3 valeurs importantes pour guider la recherche. D'abord, le respect des personnes. Alors, évidemment, le respect des personnes, ça coule de soi, hein? C'est de ça qu'est née l'obligation d'obtenir un consentement éclairé des individus, un consentement continu des participants durant une étude, mais aussi, dans ce cas-ci, l'adoption de pratiques en recherche qui correspondent aux valeurs et aux façons de faire des peuples autochtones, qui n'est pas en porte-à-faux par rapport aux pratiques et aux coutumes. Ici, la notion de respect des personnes inclut le respect des différences entre les peuples autochtones et les chercheurs universitaires en termes de croyances ou de connaissances. Donc, l'application du principe de respect des personnes doit nécessairement reconnaître ces différences et faire en sorte qu'on les respecte. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on considère ici pas seulement le respect des personnes, mais le respect des communautés dans la pratique de la recherche.
La notion de bien-être des participants, elle est centrale, elle coule de soi, mais dans ce cas-ci, on parle aussi du bien-être collectif comme étant quelque chose d'important. Les Autochtones ont une notion très macro du bien-être, de la santé, qui inclut leur environnement, leur système de valeurs, leurs croyances. Et la notion de bien-être ne repose pas seulement sur le bien-être individuel, mais sur un bien-être collectif dont on doit tenir compte dans la réalisation de la recherche. Le principe de justice qui est avancé par le PTC2 fait référence, dans le fond, à un partage égalitaire du pouvoir entre les peuples autochtones et les chercheurs universitaires. Dans le contexte de la recherche autochtone, il y a quand même eu, il faut le reconnaître, beaucoup d'abus depuis le début de la recherche, au moins jusqu'au milieu des années 90, puis je dirais bien honnêtement jusqu'au milieu des années 2000, dans le sens où il y a eu, reconnaissons-le, le vol d'artefacts sur le terrain qui appartiennent aux Autochtones. Il y a eu également d'autres formes d'abus comme la dévalorisation des connaissances traditionnelles au profit des connaissances scientifiques. Et ça, c'est quelque chose auquel on est constamment confronté. Le système de valeurs, la façon dont les connaissances sont construites chez les Autochtones ne repose pas sur les mêmes bases nécessairement que la façon dont nous, on construit nos connaissances aux scientifiques. La valeur associée au tissu humain lorsqu'on fait de la recherche auprès des Autochtones, c'est quelque chose qui a souvent été bafoué. Plusieurs peuples autochtones considèrent que, par exemple, si je fais un prélèvement de cheveux pour mesurer la présence de contaminants environnementaux, ces cheveux qui sont archivés dans des classeurs sont une partie des personnes et sont vivants, en fait, ont une notion de rattachement avec les personnes et les Autochtones souhaitent savoir qu'est-ce qu'on fait avec, jusqu'à quel point on les protège, on y prend soin, etc. Donc, il y a des notions comme ça qui n'ont pas été respectées dans la façon de faire la recherche dans le passé et qui portent entrave au principe de justice. Un autre exemple de problème, c'est l'absence de communication des résultats directement auprès des participants et des communautés visées. La recherche a longtemps été conduite où est-ce que les chercheurs universitaires considéraient la mission accomplie lorsqu'ils arrivaient à présenter les résultats dans les sociétés savantes, dans les congrès et à publier dans les bonnes revues évaluées par comité de pairs, mais on oubliait, on négligeait de faire le transfert des connaissances et le transfert de l'information et la communication des résultats de recherche vers les populations visées, ce qui a amené, dans le fond, ce qui correspond à une entrave au principe de justice, il faut le reconnaître. L'Institut nordique du Québec, dans ses valeurs guidant la recherche, parle également de respect, mais aussi d'équité, ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que je les rapporte vraiment ici. L'équité ici fait référence au partage des connaissances, du pouvoir, des bénéfices et des retombées de la recherche. Alors, de plus en plus, les communautés autochtones, lorsqu'on les interpelle, lorsqu'on les aborde pour pouvoir réaliser de la recherche en collaboration avec eux, on nous demande, mais quelles sont les retombées pour nous? Qu'est-ce que ça va nous donner, nous, de participer, de collaborer avec vous à ces travaux de recherche? Donc, il faut vraiment, par souci d'équité, travailler en partenariat, en collaboration avec les représentants des communautés autochtones pour pouvoir définir des objets de recherche qui vont les interpeller, qui vont répondre à leurs besoins à eux également. Il y a la notion de réciprocité qui est intéressante au sein du Guide des bonnes pratiques de l'INQ, qui réfère à une relation mutuelle entre l'équipe de recherche et les communautés, dans laquelle les deux parties sont gagnantes. Donc, il ne s'agit plus ici d'une situation où le chercheur universitaire est gagnant parce qu'il obtient sa base de données qui va lui permettre de publier, de faire avancer les connaissances et de générer à nouveau des questions de recherche. Les représentants autochtones et les communautés doivent aussi sortir gagnants de cette aventure de la recherche parce qu'ils en ressortent avec des informations qui leur sont pertinentes,
sur lequel ils vont pouvoir rebondir, proposer des interventions parfois au sein de leur population et développer leur propre capacité de recherche. Puis, je ne pourrais pas passer sous silence l'importance de l'engagement comme valeur de la recherche visant les peuples autochtones, parce qu'il faut travailler en étroite collaboration avec eux. Et il s'agit ici d'un engagement qui est extrêmement personnel, c'est-à-dire que le chercheur que ce soit un étudiant en début de formation, un jeune chercheur, un chercheur émérite, qui mène une recherche en collaboration, en partenariat avec les Autochtones, il ne pourra pas réaliser ses travaux s'il ne s'est pas personnellement engagé vis-à-vis du processus de recherche et vis-à-vis du retour des résultats de ces travaux de recherche aux communautés. Donc, il y a vraiment l'établissement d'une relation un peu étrange la première fois qu'on est soumis à ça, où est-ce qu'on a devant nous des représentants des communautés, des conseils municipaux, des décideurs publics qui vont dire « On est d'accord pour embarquer dans cette aventure de recherche avec vous. On aimerait que vous en profitiez pour adresser des sujets de recherche qui nous interpellent et que vous puissiez incorporer ça dans vos protocoles de recherche. Mais on s'attend à ce que vous, Michel Tremblay, dans 5 ans, quand l'étude va être terminée, vous reveniez vous-même nous partager personnellement les résultats et votre compréhension de la recherche. On ne veut pas que vous receviez, on veut pas recevoir de vous un immense rapport de recherche peu vulgarisé, et on veut pouvoir vous interpeller, poursuivre le dialogue avec vous sur ces travaux de recherche pour voir comment ça peut être utile pour notre propre développement. Donc, la notion d'engagement est une valeur extrêmement importante. Je dirais qu'en réaction à la recherche coloniale qui a été réalisée jusqu'à assez récemment, les guides qui ont été développés par les peuples autochtones mettent en évidence les principes de propriété, contrôle, accès aux données et possession des données, le principe PCAP, qui sont devenus des principes fondamentaux entérinés par les 3 conseils CRSH, CRSNG et IRSC. Ces principes-là sont bien définis dans le protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont la conséquence d'une volonté d'autodétermination des peuples autochtones sur la recherche. C'est une réaction à la recherche coloniale, dans le fond, mais ça vient guider de nos jours d'une façon extrêmement claire la façon dont on doit mener des travaux de recherche avec les Autochtones. Puis je reviendrai un petit peu plus loin. J'ai été confrontée, je dois dire confrontée, à l'application de ces principes au cours des dernières années et j'ai trouvé ça extrêmement difficile et j'ai beaucoup réagi. Même si aujourd'hui je trouve ça légitime, mais dans l'application, pour un chercheur, ça peut devenir extrêmement difficile. Donc, la propriété, le principe de propriété veut dire qu'une communauté ou un groupe détient collectivement la propriété de l'information. Et donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas la propriété de l'information n'appartient pas nécessairement au chercheur qui est allé chercher sa subvention du CRSNG. La propriété des données peut appartenir exclusivement aux peuples autochtones ou être partagée entre les peuples autochtones et les chercheurs. Donc, on quitte le paradigme où est-ce que les données appartiennent aux chercheurs pour embarquer dans un autre genre de paradigme qui va inévitablement amener une négociation, une discussion, un dialogue. Et c'est extrêmement important qu'au tout début du processus de recherche, cette notion de propriété soit clarifiée, qu'on en vienne à écrire des documents dans lesquels on va exprimer clairement, avant que l'étude démarre, comment cette propriété est partagée. La notion de contrôle réfère au fait que les Autochtones veulent obtenir le contrôle de tous les aspects du processus de gestion de la recherche, qui a des répercussions sur eux. Ça leur attribue donc un certain droit de regard et de décision à toutes les étapes de la recherche.
Donc, on est vraiment dans un mode de recherche partenarial à ce moment-là. Le principe d'accès réfère au fait que peu importe où on conserve les données, les peuples autochtones doivent pouvoir y accéder à n'importe quel moment. Et le principe de possession, en fait, n'est pas essentiel au principe d'accès, mais les peuples autochtones peuvent vouloir posséder les données dans un environnement qu'ils choisissent, dans un lieu qu'ils choisissent, pour en contrôler l'accès. Et je vais revenir avec un exemple pour illustrer tout ça. Avant d'arriver aux exemples, je voudrais vous informer en fait de ma vision sur les ingrédients indispensables de la recherche qui connaît un succès auprès des Autochtones. D'abord, la façon d'être. Ça semble un peu banal de dire ça, mais tout chercheur, que ce soit en début de formation ou en fin de carrière, doit prendre le temps qu'il faut pour nouer des liens, pour tisser des liens avec les représentants des peuples autochtones, prendre le temps de connaître les gens, de se présenter à eux, de démontrer un intérêt vis-à-vis de leur réalité, dans l'optique de mieux comprendre leur culture. C'est seulement une fois qu'on a franchi cette étape-là qu'on est capable de co-construire avec eux des objectifs de recherche qui vont être utiles pour les communautés autochtones et qui vont nous permettre aussi de faire avancer les connaissances dans notre domaine. Les deux ne sont pas incompatibles, mais il faut prendre le temps qu'il faut pour aller à la rencontre des décideurs publics et des Autochtones, puis prendre le temps qu'il faut dans notre système de recherche où, là encore, il faut publier le plus possible en un court laps de temps. Bien, ça peut vouloir dire, pour les chercheurs en début de carrière, avoir un début de carrière un peu plus hasardeux. Et puis, si vous voulez un conseil, si vous avez autour de vous des jeunes chercheurs qui s'intéressent à la recherche visant les peuples autochtones, bien, je vous dirais, suggérez-leur d'avoir 2 axes de recherche dans leur carrière. Un axe de recherche visant les peuples autochtones, mais un deuxième axe de recherche, parce que s'il y a des choses qui surviennent, qui ralentissent leur productivité, dans leur recherche auprès des peuples autochtones, bien, ils pourront toujours continuer d'avoir un minimum de productivité dans un autre axe de recherche et d'avancer suffisamment en carrière malgré tout. Donc moi, c'est un mécanisme de protection que j'ai à chaque fois que j'accepte d'encadrer un nouvel étudiant. Je dis, OK, c'est quoi notre plan B? Parce qu'on ne contrôle pas tout quand on fait de la recherche visant les Autochtones et c'est particulièrement délicat lorsqu'on travaille avec des chercheurs en début de carrière. Moi, c'est plus grave, là, mais pour d'autres chercheurs, c'est important. Donc, prendre le temps d'établir une relation qui va favoriser le dialogue, hein, puis qui va permettre de mettre en place des mécanismes pour que la recherche soit gagnante-gagnante, autant pour le chercheur universitaire avec ses paradigmes d'excellence scientifique que pour les peuples autochtones avec leur volonté que la recherche ait des retombées positives pour eux. Il faut aussi faire preuve de souplesse. On part avec une recette, on pense qu'on a la meilleure méthode, les meilleures procédures de recherche de construite, d'élaborer. On veut travailler de cette façon-là, on a les meilleurs outils. Mais il est fort probable qu'on va devoir se réajuster dans ce dialogue avec les peuples autochtones et revenir sur des décisions qu'on a prises et trouver des alternatives sans pour autant négliger la qualité scientifique sous-jacente aux études qu'on réalise. Mais il faut vraiment faire preuve de souplesse. Il ne faut pas tout simplement refuser de le faire en disant c'est ce qui est le mieux au plan méthodologique. Ce n'est pas une réponse acceptable. Relativement à la façon d'agir, hein, il est évident qu'au tout début, la première chose qu'il faut faire, c'est s'intéresser au système de gouvernance sous-jacent au peuple autochtone qui nous intéresse, pour pouvoir identifier qui sont nos interlocuteurs, vers qui aller pour engager le dialogue sur cette volonté de recherche
sur les objectifs de recherche qu'on a et demander à ces instances de nous identifier des porte-paroles, des personnes, représentants de leur peuple, avec qui on va pouvoir intervenir, interagir tout au long du processus de la recherche pour pouvoir autant établir les méthodes de recherche, les procédures de recherche, que d'interpréter les résultats en bout de ligne. Lorsqu'on définit nos méthodes de recherche, et ça, c'est pas facile à faire, il faut respecter les valeurs, les savoir-faire, les façons de faire des peuples autochtones. Et bien, c'est aussi simple que ça. Si on n'a pas pris le temps ou si on n'a pas de bons interlocuteurs autochtones capables de nous guider sur ces aspects-là, on va inévitablement faire des erreurs. Et moi, j'en ai fait, puis je vais vous en présenter quelques-unes. Et il faut donc adapter notre démarche de recherche en tenant compte de ces valeurs et de ces savoir-faire. L'autre élément qui est extrêmement important, une fois qu'on a les résultats en main, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, on a non seulement l'obligation de retourner, de communiquer les résultats à la population, aux décideurs publics, pour leur permettre de s'approprier, pas juste aller faire une présentation et leur présenter les résultats, leur permettre une appropriation, leur faire en sorte qu'ils comprennent bien les tenants et aboutissants de ces résultats pour qu'ils puissent eux-mêmes, à la limite même, intervenir et communiquer eux-mêmes, s'ils le souhaitent, les résultats à leurs membres. Et donc, il faut réaliser cette étape-là, mais en amont, il faut même tester notre compréhension, valider notre compréhension des résultats auprès des représentants autochtones pour leur permettre de nous indiquer si on fait, selon eux, des erreurs d'interprétation. Et si on est en désaccord vis-à-vis de l'interprétation des résultats d'une étude, il faut qu'on puisse, à quelque part dans nos publications, signaler que le peuple autochtone qui a collaboré avec nous est en désaccord et voici quelle interprétation ils font des mêmes résultats. Et il faut également un mécanisme qui permet au peuple autochtone de se retirer même des publications d'un chercheur s'ils sont en total désaccord avec l'interprétation des résultats. Mais tout ça doit être défini dans un cadre dès le début, en amont de la recherche, qu'on définit ensemble sur la propriété des données, sur quoi faire si on arrive dans cette situation-là. Donc, il faut pouvoir prévoir ces situations-là dans notre cadre de référence qu'on construit entre les chercheurs universitaires et le peuple autochtone pour une recherche spécifique. Le PTC2, donc l'énoncé politique des 3 conseils, a 17 ou 18 articles qui définissent très, très, très clairement comment on doit réaliser de la recherche auprès des peuples autochtones. Ce que j'ai choisi de faire, c'est, à partir de 2 exemples de recherche, regrouper certains des articles de l'EPTC2 et de tenter de les illustrer, mais en les intégrant, parce que plusieurs de ces énoncés ou de ces articles sont quand même, peuvent être regroupés et concernent des domaines comparables. Alors, les 6 premiers articles, de mon point de vue, concernent obtenir le soutien des communautés, réaliser les consultations requises, obtenir les autorisations nécessaires. Les articles 6 et 13 touchent, selon mon expérience à moi, au réajustement des objectifs de recherche. Certains articles portent sur les procédures de recherche, l'évaluation par les comités d'éthique et de la recherche, l'interprétation, l'appropriation des résultats, les communications des résultats, puis les ententes de collaboration. Donc, je vais donc revenir avec des exemples sur certains de ces points-là. Je vais vous parler de mon étude de chouchou, l'étude sur le développement des enfants du Nunavik, qui a été amorcée en tout début de carrière.
même que j'étais chercheur postdoctoral lorsque j'ai démarré cette étude-là, où on a recruté des femmes enceintes des 14 communautés du Nunavik au milieu des années 90 dans le but de réaliser une étude sur, et là je précise ici l'objectif initial, une étude sur l'effet de l'exposition prénatale aux contaminants présents dans la chaîne alimentaire, principalement liés à la consommation de poissons et de mammifères marins, et d'examiner les effets à court terme, à moyen terme et à long terme sur le développement des enfants. Donc, cette étude-là a été amorcée dans les années 90. On vient de terminer, il y a 2 ans, le suivi des enfants à l'âge de 19-20 ans maintenant. On a donc recruté des femmes enceintes, fait des prélèvements de sang au cordon ombilical à la naissance pour mesurer la présence de contaminants, évalué certains sous-groupes d'enfants à 6 mois, 12 mois, 5 ans, 11 ans et 19 ans sur plusieurs aspects de la croissance physique, allant de la croissance physique aux capacités intellectuelles, aux capacités sensorielles de vision et d'audition, aux difficultés comportementales de type hyperactivité, impulsivité, troubles de conduite. Donc, on a évalué les enfants à différents moments sur plusieurs aspects. Puis évidemment, dans ce genre d'études-là, même si on s'intéresse au lien entre un facteur de risque prénatal et au développement ultérieur de l'enfant, il y a toute une panoplie de facteurs de confusion dans notre jargon de recherche qu'il faut contrôler dans un contexte culturel différent. Donc, la qualité de la stimulation qui est offerte à l'enfant, les difficultés vécues au sein de la famille qui peuvent entraver le développement de l'enfant, l'insécurité alimentaire, toute une panoplie de variables qu'il nous fallait documenter. Donc, je vais tirer plusieurs illustrations de cette étude-là. Alors, bien avant de débuter la recherche, alors que j'avais pas vraiment de fonds de recherche encore parce que j'étais en formation postdoctorale, j'avais la contrainte d'aller à la rencontre des communautés autochtones et des décideurs publics pour leur présenter l'étude qu'on souhaitait mettre en place, sur laquelle on voulait travailler pour aller chercher le financement. Alors, au Nunavik, donc, on nous a identifié un comité qui allait devenir notre comité aviseur, qui l'est encore 20 ans plus tard, et qui, à ce moment-là, en fait, ce comité-là, il est sous la responsabilité du directeur de la santé publique du Nunavik. Il est constitué de plusieurs représentants des différentes organisations du Nunavik, donc la santé publique, la commission scolaire, le gouvernement régional, la municipalité. Et ce comité, finalement, bon an, mal an, en est venu à être le comité de référence pour la région, pour tous les comités d'éthique et de recherche de nos institutions. C'est-à-dire qu'un chercheur aujourd'hui ne pourrait pas faire de la recherche en santé, par exemple, sur le territoire du Nunavik, sans avoir l'autorisation et la collaboration de ce comité aviseur. Ce comité aviseur, il a accueilli les objectifs de recherche qu'on avait, puis il nous a dit, bon, vous allez devoir, compte tenu de la nature de votre recherche, aller consulter et établir un dialogue avec les décideurs publics suivants. Le conseil municipal de Purvonettuk, d'Inukjuak, de Kuujjuarapik, l'association, donc les décideurs politiques, la voix des décideurs politiques, mais aussi les groupes communautaires impliqués dans les enjeux de recherche qui vous intéressent. Donc, l'Association des femmes autochtones, une association à ce moment-là qui s'intéressait aussi à la consommation d'alcool et aux abus de substances, et les représentants de l'Organisation nationale Inuit, donc qui va bien au-delà du Nunavik, mais qui couvre les Inuits à la grandeur du Canada. Ça a l'air banal, mais c'est difficile d'acheter un billet d'avion à 2500 $ pour faire une tournée des 14 communautés à 250 $ par nuit à l'hôtel, alors qu'on n'a pas de fonds de recherche, bien avant et que ce travail est même préalable ou exigé par les comités d'éthique et de la recherche
alors que les fonds de recherche, même si on en a, sont pas encore débloqués. Alors, il faut quand même arriver à convaincre nos comités d'éthique et de la recherche, ce qu'on n'a pas réussi à faire encore jusqu'à présent, de pouvoir débloquer un minimum d'argent destiné à cette consultation des communautés lorsqu'on la consultation n'a pas été faite et qu'on a les subventions de recherche en main. C'est pas gagné, c'est pas encore réalisé et ça pose certains problèmes. Si j'avais pas travaillé en collaboration avec d'autres chercheurs qui avaient déjà des fonds à ce moment-là, puis qui m'ont dit, OK, on va te le couvrir, puis on fera des transferts de fonds une fois que tes fonds seront débloqués au comité d'éthique et de la recherche, parce que de toute façon, c'est de la recherche au Nunavik qui était financée par leur propre fonds de recherche, j'aurais pas été en mesure de réaliser cette étape-là, qui est pourtant, de nos jours, un incontournable. Donc, il faut même réaliser cette étape-là avant de débuter la recherche, et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on prend le temps de rencontrer les décideurs publics et de leur laisser le choix de comment ils voient cette rencontre, on fait des belles découvertes, en fait. Dans certaines municipalités, dans certains conseils municipaux, on me disait, OK, on va vous rencontrer avec quelques membres du conseil, puis on va discuter avec vous, puis bon. Dans d'autres conseils municipaux, ils ont fait une assemblée officielle des citoyens. Ils ont invité par la voie de la radio toute la population intéressée à venir nous entendre et à échanger avec nous. Et c'est par le biais de ces rencontres collectives, je dirais, qu'on a reçu des messages sur quels sont leurs intérêts vis-à-vis de la recherche. Et un des messages qu'on a eu à ce moment-là, qui était très clair, c'était « D'accord, vous vous intéressez aux contaminants environnementaux, mais nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Ce qui nous intéresse, on a des préoccupations par rapport au devenir des enfants dans notre population qui sont le tabagisme durant la grossesse, la consommation d'alcool durant la grossesse, comment la violence vécue au sein des maisonnées va affecter le développement de l'enfant. Et si on est d'accord pour être avec vous et derrière vous pour réaliser cette étude, mais on vous demande d'intégrer ces objets de recherche à l'étude que vous vous proposez de faire, puis de nous revenir avec des résultats sur ces enjeux-là qui sont importants pour nous. Donc, il a fallu ajuster nos objectifs de recherche pour tenir compte de ce message et pas seulement adapter les objectifs, mais aussi réaliser l'analyse des données en ayant cette perspective en tête. Donc, ça c'est moi à différents moments dans ma vie, complètement à votre gauche, une émission de radio ligne ouverte en formation postdoctorale. Donc, on arrive dans la communauté, on présente par la voie de la radio, qui était un mode de communication privilégié pour aller rejoindre les gens dans leur maison. On présente les objectifs de la recherche, puis après, on ouvre les lignes, on fait une émission en ligne ouverte, puis on accueille les questions. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans le fond, les questions qu'on reçoit, c'est pas des questions... En fait, mon expérience, c'était pas des questions encore là en lien avec les contaminants. C'était des questions sur le développement de l'enfant, parce que j'étais une spécialiste du développement de l'enfant, puis je me présentais comme ça. Mais c'était des questions sur d'autres préoccupations vis-à-vis de d'autres déterminants du développement de l'enfant. Alors, il faut s'engager auprès des communautés, il faut être suffisamment généreux pour élargir son implication et répondre à ces questions. Mais là encore, ce qui est intéressant, c'est que ces questions qui venaient directement de la population, mais non plus des décideurs publics, comme je viens de vous parler une minute, révélaient l'intérêt des personnes, des membres des communautés vis-à-vis de la recherche et nous donner une indication sur ce qu'il fallait aussi intégrer comme question de recherche au sein de notre étude qui allait durer 25 ans. L'autre photo, c'est une étape de consultation d'un conseil municipal où est-ce que, donc, on doit solliciter la collaboration et à la rencontre, établir un dialogue en début d'étude, mais aussi pendant l'étude. Il ne faut pas qu'on disparaisse pendant 5 ans puis qu'on arrive avec les résultats en bout de compte. Donc, pendant longtemps, j'allais sur le terrain 1-2 fois par année. Au moins 1 fois par année, je rencontrais les conseils municipaux pour dire « on est encore là, voici ce qu'on a fait cette année, voici ce qui s'en vient cette année ». Puis, inquiétez-vous pas, les résultats vont arriver dans 2-3 ans, mais ça se déroule, puis on ne vous a pas oublié. Parce que
il était difficile à ce moment-là de concevoir que ça prendrait autant de temps avant d'avoir les résultats d'une étude comme celle-là. Donc, c'était important d'expliquer pourquoi, puis de dire on est encore là, puis je vais personnellement honorer l'engagement que j'ai pris auprès de vous de revenir communiquer les résultats de la recherche quand ils vont être disponibles. Donc, ce processus nous a amené à réajuster les objectifs de recherche pour inclure d'autres déterminants du développement de l'enfant, afin de s'assurer que les résultats auront une retombée, pas juste pour moi, pour mon intérêt vis-à-vis d'une question scientifique, mais aussi pour les communautés. Dans la réalisation de l'étude, une fois qu'on a on a eu le soutien des communautés, qu'on a notre financement, puis qu'on est prêt à aller sur le terrain, j'insisterai jamais assez sur l'importance de faire une étude pilote pour voir si nos processus de recherche, nos méthodes de recherche sont appropriées au plan culturel et aussi d'avoir 1, 2, voire 3 intervenants clés identifiés par les peuples autochtones vers qui on peut se tourner pour dire « Oui, mais si je recrute les femmes enceintes de cette façon-là, comment ça va être perçu par la communauté? Est-ce que c'est une approche acceptable? Si ce n'est pas, qu'est-ce que vous proposez comme procédure de recherche pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, mais que ça se fasse en tout respect des façons de faire chez vous? » Donc, ça nous prend des informateurs clés. Il faut prétester nos processus de recherche. Et là, je dois vous dire que moi, j'ai été vraiment dans le trouble pendant 6 mois parce que je n'ai pas réussi à faire ça selon les règles de l'art à un certain moment donné. Donc, il y a des problèmes qui surviennent bien malgré nous. On n'a pas vu venir les choses. On utilisait un questionnaire auprès des femmes enceintes qui s'appelle le Pregnancy Research Questionnaire, qui portait sur des préoccupations vis-à-vis du bébé à naître que peut avoir une femme en cours de grossesse. Donc, jusqu'à quel point êtes-vous préoccupé par son apparence physique? Êtes-vous inquiète vis-à-vis de la possibilité d'un handicap physique? Donc, des questions comme celle-là qui, de mon point de vue, apparaissaient standards et c'était utilisé dans la majorité des études du genre. Et puis, après la première année de démarrage de l'étude, donc on recrutait des femmes enceintes sur une période de 3-4 ans. Après 1 an de début de collecte de données, tout d'un coup, les sages-femmes d'un village apprennent qu'on pose ces questions-là aux femmes enceintes parce que la participante qu'on avait vue la dernière fois était la fille d'une des sages-femmes qui lui a raconté les questions qu'on posait. Et là, situation de crise, les sages-femmes collectivement se liguent contre l'étude, déterminent qu'à partir de maintenant, elles ne recruteront plus des femmes enceintes pour nous. L'étude est arrêtée. J'ai une belle subvention d'1 million du NIH, je ne peux plus rien faire. Et ça se déroule bien malgré moi, cette situation-là. Alors, donc, ce que ça représente, c'est qu'il y a un système de valeurs et il y a un système de croyances qui fait en sorte que ça ne se fait pas d'interroger des femmes enceintes sur des préoccupations vis-à-vis du bébé, parce que dans leurs croyances, ça augmente la probabilité que les événements surviennent. On ne peut pas négocier ou discuter de cette croyance-là. Il faut juste la considérer et adapter nos processus de recherche. Mais dans ce cas-ci, le dommage était déjà fait, l'étude était arrêtée. Et là, il a fallu qu'on interpelle notre comité aviseur, qu'on leur demande conseil sur qu'est-ce qu'on pouvait bien faire pour dénouer l'impasse. Ils ont identifié un porte-parole qui, avec notre aide, allait faire une enquête de satisfaction auprès des participantes, des femmes qui avaient participé dans l'année précédente pour mettre en fait, ça a fait une grosse situation de crise, puis les gens se sont mis à dire « Vous, les femmes, ont une mauvaise expérience quand elles participent dans votre étude, ça n'a pas de bon sens. » Donc, il a fallu faire une enquête de satisfaction pour aller voir, bien, objectivement, là,
quelle est l'expérience des participantes? Est-ce qu'elles recommanderaient à leurs amis de participer à cette recherche-là? Est-ce qu'elles-mêmes accepteraient d'y participer une seconde fois? Donc, nous, comme chercheurs, on a eu comme rôle de développer les questions, d'analyser les données, mais les entrevues ont été faites par un représentant du comité aviseur. Puis après, on a pu partager les résultats aux sages-femmes de la communauté, puis redémarrer la collecte de données, mais ça a pris un temps fou. Ça a pris 6 mois et ça a été, je vous le dirai, je vous le cacherai pas, vraiment un casse-tête important. Donc, je pense que ça illustre bien là, que l'importance du respect des codes de pratique ou des coutumes, parce que de toute façon, si on ne le fait pas, ça va nous retomber dessus. Et même si on fait tout ce qui est en notre possible pour respecter, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui nous arrive qu'on n'a pas vu venir du champ droit, et on va devoir gérer ça. Ça, je vais le passer. Quand on fait de la recherche auprès des peuples autochtones, il y a la notion de renforcement des capacités en recherche. Il y a une volonté d'autodétermination, de devenir de plus en plus connaissant, autonome en recherche, d'autant plus qu'il y a des chercheurs maintenant autochtones universitaires. Il faut donc, dans notre façon de concevoir les travaux, les études, le travail sur le terrain, faire en sorte qu'il y ait des retombées concrètes. Donc, engager du personnel inuit le plus possible, les former à la recherche par le biais de mentorat. Dans notre étude, vous avez la personne sur la première photo en haut à droite qui était une professeure jeune retraitée inuit qui, parce qu'on l'a formée, a testé à 11 ans les plus de 200 enfants qu'on a vus sur toutes sortes de fonctions cognitives avec nos outils standardisés. Alors, il n'y a pas à dire que cette personne-là, ensuite, dans la communauté, pouvait devenir une personne de référence pour l'évaluation des enfants. Donc, on améliore la capacité des personnes, des peuples autochtones en prenant soin de ne pas toujours seulement arriver avec nos étudiants universitaires et nos professionnels de recherche sur le terrain, mais en transférant de l'information et en formant les membres des Premières Nations et des Inuits. Au niveau de la communication et de la production scientifique, lorsqu'on a fini le premier cycle de l'étude, alors que les enfants étaient rendus à l'âge de 5 ans, on a d'abord communiqué nos résultats à notre comité aviseur qui a établi avec nous un plan de match, un plan de communication des résultats. Donc, on ne l'a pas fait tout seul de notre côté, ça s'est établi en collaboration avec notre comité aviseur. Et là, on nous a proposé de faire des émissions de radio ligne ouverte, émissions de radio que je n'ai pas fait moi-même personnellement. Vous avez sur la photo d'en haut le directeur de santé publique qui s'est fait le porte-parole des résultats de notre étude et des recommandations de santé publique qui ont été élaborées. D'ailleurs, ça, c'est extrêmement intéressant parce que les résultats de la recherche ont amené la direction de santé publique à générer des recommandations de santé publique. Et notre rôle comme chercheur, c'était d'échanger avec la direction de santé publique pour que les recommandations reflètent bien les résultats de la recherche, mais l'ensemble des connaissances dans le domaine du développement de l'enfant. Mais la responsabilité des recommandations de santé publique repose sur les épaules du directeur de santé publique et pas sur les chercheurs. Donc, dans ce cas-ci, dans notre processus de communication des résultats et des recommandations de santé publique, bien, ça a été pris en charge par le directeur de la santé publique. Et puis moi, j'étais présente pour pouvoir répondre à d'autres questions lors des lignes ouvertes qui débordaient et qui ne touchaient pas les résultats de la recherche. Et vous avez Minnie Gray, qui est maintenant directrice de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, qui était la représentante autochtone inuit qui s'adressait à la population. Donc, on avait des émissions de radio ligne ouverte, la constitution d'un document d'une page qui a été distribué
qui vulgarisait les résultats de la recherche qui a été distribué aux participants, mais aussi un poster qui a été placé dans les communautés, et des assemblées, là c'est moi en bas dans un gymnase avec des participantes d'un village qui ont été conviées à venir nous rencontrer pour qu'on puisse transmettre les résultats directement aux participants. Au terme de cette étape, il a été décidé d'un commun accord entre le comité aviseur, la direction de santé publique et l'équipe de recherche de poursuivre le suivi des enfants à l'âge de 11 ans. Et là, quand on est arrivé aux conclusions de l'étude, on s'y est pris d'une autre façon. D'une part, les résultats de l'étude à 11 ans avaient beaucoup plus de retombées importantes pour les communautés parce qu'on s'était intéressé aux problèmes de comportement de type agressif, impulsivité, hyperactivité, puis au quotient intellectuel, donc aux capacités d'apprentissage des enfants et le lien de ces issues-là, le lien de ces effets potentiels avec les contaminants environnementaux. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher un financement pour travailler pendant une année avec un comité qui était plus seulement notre comité aviseur, qui était un comité élargi qui incluait plus de représentants des différentes organisations inuites. Et on a fait durant l'année l'équivalent de 6 journées de travail complètes dans lesquelles, dans les premières demi-journées, on transmettait de l'information sur les résultats de la recherche. Mais très rapidement, il a fallu co-construire les connaissances de ce comité qui ont débordé le contexte de résultats de l'étude strictement, de l'étude de départ, pour pouvoir arriver à générer d'autres recommandations de santé publique. Je m'explique. À partir du moment où on a communiqué les résultats de recherche, il y a plein de questions différentes qui ont été soulevées. Oui, mais ces contaminants-là, est-ce qu'ils sont encore importants aujourd'hui? Les enfants qui vont naître aujourd'hui, 15 ans plus tard, est-ce qu'ils sont encore aussi exposés à ces substances-là? Si ce n'est pas le cas, on ne va pas se casser la tête en termes de recommandations de santé publique. On va communiquer les résultats à la population, mais ce n'est pas nécessaire que ça soit accompagné de recommandations. Si on fait des recommandations sur la diminution de la consommation de poissons et de mammifères marins, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un autre problème parce qu'on est dans des communautés où il y a beaucoup d'insécurité alimentaire? On a comme hypothèse scientifique que les oméga-3 dans le poisson en fin de grossesse sont importants pour le développement du fœtus et de l'enfant. Puis est-ce qu'on n'est pas en train de réduire, est-ce qu'on pourrait, de façon inadvertante, réduire l'exposition aux oméga-3 et créer des problèmes? Donc, il a fallu déborder des résultats stricts de la recherche pour pouvoir nourrir ce comité d'informations qu'il a estimées pertinentes pour pouvoir arriver à formuler des recommandations de santé publique. Et on a, à ce moment-là, transmis les résultats de l'étude aux leaders autochtones, mais aussi par le biais d'une rencontre, d'une réunion annuelle qui est dirigée par la Direction de santé publique du Nunavik, qui est diffusée dans toutes les maisonnées par le biais de la radio locale et qui nous permettait donc de toucher toute la population et de communiquer les résultats de notre étude. Différents moyens ont encore là été utilisés pour communiquer les résultats à la population. On a même fait des capsules YouTube en français, anglais et nutitut sur les objectifs de la recherche, donc sur les contaminants environnementaux, mais sur d'autres questions, les autres questions qui nous avaient été, pour lesquelles on avait été interpellés 15 ans auparavant, donc sur la question du tabagisme, l'alcool, les oméga-3 et les effets sur le développement de l'enfant. Ensuite, ce que nos guides disent, c'est qu'il faut que la recherche ait des retombées pour la population. Alors, comment faire pour qu'il y ait des retombées concrètes? On s'est dit, OK, on a quand même une information qui pourrait être transmise aux intervenants, aux infirmières dans les dispensaires des communautés qui accueillent les femmes enceintes et qui doivent les conseiller quant à leur alimentation. Et on a donc publié un guide
destinés à ces intervenants régionaux, qu'on a par la suite extrapolé aux autres intervenants auprès des autres communautés inuites du Canada. Puis finalement, ce dont je suis assez fière, en fait, c'est que les résultats de notre étude, en fait, ce qui m'indique que notre étude, que les Inuits se sont appropriés les résultats de notre étude, c'est qu'ils ont eux-mêmes fait leur représentation lors de la signature de la Convention internationale de Minamata visant à réduire les émissions de mercure dans l'environnement à la grandeur de la planète. Ils ont eux-mêmes porté autour de la table lors de la négociation les résultats de notre étude portant sur eux pour dire c'est important que le Canada et que les pays ratifient cette entente parce que nous, qui sommes très loin, qui vivons très loin des sites pollueurs, sommes affectés par l'exposition à ces substances. Et le Canada a été un des premiers pays à ratifier l'entente. Et dans le press release du gouvernement fédéral, ben, ça dit « Indigenous people and northern communities have been working in partnership with scientists ». Donc, pour moi, ça veut dire qu'on y est arrivé et je suis très, très fière de ça. En terminant, en 2017, on a collaboré, une grande équipe de chercheurs de l'Université Laval, à l'enquête santé des Inuits, qui est une enquête qui a été commandée par les Inuits, réalisée par les Inuits, pour laquelle les chercheurs ont eu un rôle secondaire, je dirais, dans le sens où notre rôle a été de prendre les demandes de la région et faire en sorte que la collecte de données, que l'enquête de santé soit réalisée avec le meilleur soutien scientifique possible. Sélectionner les meilleurs outils, les meilleures approches de recherche. Donc, l'équipe de chercheurs a été vraiment au deuxième plan, en soutien à cette volonté régionale de réaliser une enquête de santé. Les thèmes de l'enquête sont nombreux, je ne veux pas y revenir, mais je veux juste vous dire, c'était la première fois que j'étais confrontée au paradigme de recherche voulant que la recherche est réalisée par les Inuits, pour les Inuits, ils sont propriétaires des données. Moi, comme chercheur, je vais devoir compléter un formulaire de demande d'accès aux données, alors que j'ai travaillé pendant 2 ans comme une déchaînée avec mes collègues à réaliser cette étude à la demande des Inuits. Donc, ça nous amène dans un paradigme extrêmement différent, sur lequel on a eu comme équipe de recherche, il y a eu énormément de résistance, parce qu'on a eu de la difficulté au début à définir les principes de propriété des données de façon satisfaisante pour les deux parties, autant les Autochtones que les chercheurs, mais avec l'aide d'un médiateur, on a dû faire venir un médiateur, on y est arrivé, puis en bout de compte, je me dis 2 ans, 3 ans plus tard, mais pourquoi il y avait tant de difficultés? C'était peut-être pas un si gros problème. Donc, on a cheminé au travers de cette façon de faire la recherche qui est très différente. Et juste pour vous illustrer, là j'ai copié-collé différentes sections du formulaire d'accès aux données, mais vous voyez bien que ce qu'il faut maintenant, c'est non seulement proposer une question de recherche, identifier les variables nécessaires pour pouvoir répondre à cette question de recherche, mais compte tenu que les données appartiennent au Nunavik, qu'elles sont physiquement à l'Institut national de santé publique et qu'on doit faire des demandes d'accès aux données, il faut qu'on puisse faire la démonstration dans cette demande d'accès que la question est pertinente pour les Inuits, que les retombées de la recherche ou de l'exploitation des données qu'on propose de faire seront pertinentes pour les Inuits, et le comité aviseur constitué d'Inuits qui reçoit notre demande a un mot à dire sur qu'est-ce qu'on propose, comment on propose de le faire, et éventuellement comment on va interpréter les données et comment on va les communiquer, ces données-là. Donc, on vient de changer complètement de paradigme de recherche, mais bien que ça a été difficile, je pense que c'est la façon de faire du futur. Donc, je veux juste en conclusion souligner que, dans le fond, l'éthique repose sur des relations humaines et est avant tout une question de respect et d'engagement.
Ceci étant dit, après, le reste, ça reste du détail et c'est juste l'opérationnalisation de ce grand principe. Voilà.